Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce dimanche 23 juillet. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan. En marge de ces Jeux s'est tenue la 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture. Les travaux ont pris fin. Un plan d'action pour promouvoir la diversité culturelle a été adopté. Un gisement de nickel de 60 millions de tonnes sera bientôt exploité dans l'Ouest ivoirien. Une convention vient d'être signée par l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie minière du Bafing. Le gisement sera exploité sur une période de 20 à 25 ans. Pendant ce temps, la pluie continue de faire des dégâts. Le village d'Abi, dans le sud Comoé, et une dizaine d'autres sont coupés du reste de la région. Un handicap pour cette région de grande production agricole. Enfin, aux États-Unis, la police fait une terrible découverte dans un camion au Texas. 38 personnes ont été retrouvées confinées, privées d'aération dans le camion remorque. 8 sont mortes, dont 2 enfants. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il était à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie. Le président du Niger a quitté la Côte d'Ivoire ce dimanche après-midi. Mahamadou Issoufou a pris part avec les autres chefs d'État, dont le président ivoirien, à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie, vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. À son départ, donc cet après-midi, il a été accompagné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan. En marge de ces Jeux s'est tenue la 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture. Les travaux démarrés hier après 4 années d'interruption ont pris fin ce dimanche. Un plan d'action a été adopté pour promouvoir la diversité culturelle dans l'espace francophone. Patricia Omouetia. Diversité des pratiques culturelles, cadre réglementaire, cohésion sociale, vivre ensemble et dialogue des cultures, services culturels numériques. Autant de sujets qui ont enrichi les échanges de la 4e conférence ministérielle de la francophonie sur la culture. Au thème de 2 jours de travaux, un plan d'action et plusieurs propositions sur la dimension de la diversité culturelle ont été retenues. Les nouvelles industries culturelles au niveau du numérique, au niveau de la production, sont confrontées à des nouveaux défis qui font que le contrôle, disons la régulation devienne difficile et la question des droits d'auteur devient également pratiquement impossible à gérer. Il faut donc trouver un autre ordre, je dirais, normatif de régulation et c'est tous ces aspects qui ont été discutés dans la déclaration et surtout dans le plan d'action. Ce plan d'action s'est beaucoup appesanti sur la promotion des expressions, l'aide, la création d'écosystèmes pour permettre la promotion de la culture et des créativités des industries culturelles pour faire de la culture, comme on le sait, un outil de développement. 2 propositions ont été émises quant à la périodicité des rencontres. Il faut souligner que la dernière conférence ministérielle de la francophonie a eu lieu en 2001 à Cotonou, au Bénin. Au niveau de la périodicité, les avis sont partagés. Il y en a qui veulent que ce soit certains États proposent qu'il y ait une périodicité de 2 ans, mais nous acheminons très probablement vers une périodicité de 4 ans pour lier ça à la programmation de l'organisation, mais aussi faire face de manière pragmatique aux efforts de concertation, d'organisation que nécessite une conférence de cette envergure. 16 ans après la suspension de la dite conférence ministérielle, cette 4e rencontre s'est tenue autour du thème « Une ambition francophone pour la culture ». Et ce dimanche, au 3e jour donc, des 8e Jeux de la francophonie, une délégation de l'OIF a visité la fondation Amadou Hampâté-Bâ. L'Organisation internationale de la francophonie veut ainsi rendre hommage à l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Je rappelle, décédé en mai 1991. L'OIF salue ses actions en faveur de la promotion de la langue française. Francis Boifou. Humaniste, philosophe, sociologue, ethnologue, écrivain, historien, artisan du dialogue interreligieux et culturel, Feu Amadou Hampâté-Bâ a laissé à la fondation qui porte son nom des milliers d'ouvrages et de recueils. On peut voir dans cette bibliothèque à Abidjan des documents de philosophie, de religion, de sciences techniques et sciences pures, des ouvrages de linguistique, d'art et de loisirs, de la littérature, de l'histoire et de la géographie. Hampâté-Bâ est l'incarnation même
de la francophonie, parce qu'il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit en gardant le génie de la symbolique Peul. Il a montré comment est-ce qu'on pouvait être nous-mêmes et trouver le puits en nous-mêmes, mais être ouvert aux autres, aux apports fécondants de l'Occident. Selon Rukiatou Ampateba, la plupart des écrits de son père ciblaient la jeunesse. Illustration avec cette pensée, et je cite, « Je souhaite, ô jeune homme, de réaliser une fraternité bâtie sur la naturelle compréhension qui extirpe des cœurs la haine et fait atteindre le noble but que nous voulons de l'Afrique. » Fin de citation. Il défendait les valeurs morales, la solidarité, l'amour du prochain. Pour Ampateba, la langue française est un outil important pour nous Africains, un outil de communication, un outil d'instruction, un outil d'expression. Et c'est tout naturellement que l'Organisation internationale de la francophonie lui rend hommage à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Il a énormément écrit. Ce n'est pas simplement le sage de Bandiagara, mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours œuvré pour rassembler les jeunes autour de lui et pour faire ce qu'il appelle l'initiation et le développement de l'esprit critique. Né en 1901 à Bandiara au Mali, Amadou Ampateba est décédé en mai 1991. Il a à son actif des milliers d'écrits, 5000 enregistrés. Je vous conduis à présent dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale où se déroulent les activités culturelles de cette 8e édition de la francophonie. Les artistes exposent leurs chefs-d'œuvre, sculptures, peintures, photographies, des œuvres d'artistes du monde francophone. Vous allez le voir, qui séduisent le public. Le reportage d'Assou Touré. Du fer et du bois sculpté, des tableaux de peinture et de photographie, tous aussi colorés que différents. Au fur et à mesure que le regard s'y pose, l'on découvre un véritable régal pour les yeux. Des créations qui captivent l'attention, suscitent même l'intérêt des tout-petits. Moi, je trouve que c'est beau. Des fois, c'est bizarre, mais c'est beau. Et je vois que d'autres peintures veulent dire des choses. Et il y a d'autres peintures qui ont été prises avec un appareil photo, d'autres qui sont faits avec des montages et d'autres qui sont faits à la main. Je suis venue regarder les tableaux, c'est vraiment magnifique et naturel, donc j'ai vraiment aimé. C'est splendide. Quand on est venu, j'étais étonnée, contente. Sur cette toile, des mains levées vers le ciel, dans un environnement insalubre, comme pour implorer la clémence du Saint-Esprit sur la vie d'ici-bas. À coup sûr, des créations porteuses de messages d'espoir, mais aussi d'éveil de conscience sur des phénomènes sociaux tels que l'immigration clandestine, la salubrité et bien d'autres. Dans beaucoup de tableaux, je retrouve le quotidien africain. Je retrouve ces belles couleurs qui expriment vraiment la tradition, je dirais, de nos émotions. Et je retrouve à travers certains tableaux l'environnement, c'est-à-dire la prise en compte de notre quotidien qui ressort et qui nous interpelle. J'aime beaucoup des enfants. Je crée mon univers à partir des enfants. La joie m'inspire beaucoup. Mon pays est un pays de passage pour les migrants. Et ce côté, en tant qu'artiste plasticien, j'essaye d'être l'ambassadeur, de porter ce message. Ce fléau est un fléau vraiment qui détruit notre culture, qui nous déracine. Ce dimanche, seuls ou accompagnés, les visiteurs n'ont pas voulu se faire compter ce moment. Ils sont en admiration devant ces œuvres exposées à la Bibliothèque nationale. Pour immortaliser cet agréable moment des 8e Jeux de la francophonie, on fait des photos. Bon, c'est un moment grandiose. Je suis venu et j'ai vu ce genre de photos, donc je voulais immortaliser ce moment. Je voulais mettre dans mon album des différentes photos d'ici pour pouvoir un jour avoir souvenir de ce moment. À côté de la peinture, la sculpture et la photographie, à la Bibliothèque nationale également, il y a une exposition de textes d'artistes venus des 5 continents.
Voilà autant de chefs-d'œuvre d'artistes francophones que vous devrez visiter. On les appelle les mamans, papa et tata. Eux, ce sont les bénévoles des Jeux de la francophonie. Ils sont au cœur de ces Jeux, justement. Et ces bénévoles facilitent l'accès aux participants dans les différents sites, y compris le village des Jeux. Une trouvaille à l'ivoirienne qui suscite l'admiration des visiteurs. Arsène Kwasi Meksamuel. C'est une journée qui va être très chargée. Donc, votre accueil, là, il faut que ce soit un accueil chaleureux, un accueil convivial. Oui, comme d'habitude. On ne veut pas que les athlètes qui sont dans les bâtiments, là, il ne faudrait pas qu'ils soient dépaysés. Ils travaillent sous le nom de papa, maman et tata. Les bénévoles ou volontaires des 8e Jeux de la francophonie constituent un des maillons essentiels du dispositif d'accueil des participants et des invités. Pour la plupart des fonctionnaires, ces bénévoles, repartis sur l'ensemble du village des Jeux et des autres sites, apportent une touche particulière à l'organisation, mais surtout contribuent grandement à l'intégration des participants. Grâce à leur savoir-faire, le brassage des peuples s'opère dans la convivialité. Notre rôle ici consiste à d'abord accueillir les participants qui viennent, prendre soin d'eux, être à leurs écoutes. Nous sommes à les petits soins en fait. Ça se passe très bien parce que nous accueillons de notre pays. Nous prenons du plaisir à le faire, d'autant plus que nous sommes ivoiriennes. Nous voulons qu'ils gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. L'accueil des bénévoles, c'est extraordinaire. C'est vraiment à l'image de la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Et le aquabala, ce n'est pas un mot, c'est un comportement chez les Ivoiriens. Et vraiment, on est très fiers de ça. Et on voudrait même qu'après les Jeux, qu'on prolonge un peu le séjour là. Moteur d'hospitalité et d'intégration, cette trouvaille à l'ivoirienne fera certainement école et certains pays participants pourraient bien s'en inspirer chez eux. Et si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas, ces Jeux sont médiatisés pour assurer justement la bonne couverture des Jeux de la francophonie. Les hommes de médias issus des différents pays et de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, télédiviseur hôte, ont déployé les grands moyens pour permettre au public de suivre l'événement. Arsène Kwasi Meksamuel. Rendez-vous du sport et de la culture, mais aussi rendez-vous de la communication. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les hommes et les femmes de médias sont venus nombreux et d'horizons divers. Ils sont venus avec la ferme volonté de ne rater aucun aspect de cet événement. Pour la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs qui se sont joués hier côté football, on a déjà fini de traiter, on a balancé ça dans nos organes respectifs qui ont déjà aussi commencé à diffuser. Nous avons pu faire de très belles images au stade lors de l'inauguration et là je pense que nous allons pouvoir faire une très belle couverture médiatique. De son côté, la RTI, en tant que radio-télédiffuseur hôte, a mis les petits plats dans les grands pour permettre à la grande communauté francophone de suivre l'événement de bout en bout. Nous avons mis tout un système en place pour couvrir tous les sites de la francophonie et donc faire une diffusion au niveau international et national. Comme on le constate, le plateau technique est performant et disponible. Le centre média offre des commodités dignes d'un événement de cette envergure. Micros et plumes peuvent donc s'en donner à cœur joie. Et au nombre des disciplines, on note le football. Deuxième sortie fructueuse donc pour les éléphantos. Les Ivoiriens se sont imposés 1-0 face au Burkinabé ce soir. Belle opération donc pour se maintenir dans la course. Les 8e Jeux de la francophonie, je rappelle, se poursuivent et pour permettre à la population de vivre cet événement, le président de la République a décidé d'offrir gratuitement l'entrée de tous les sites des Jeux. L'accès à tous les sites est donc gratuit durant toute la compétition. Et pour vous permettre de vous y rendre, je vous livre le programme des compétitions. À l'affiche donc demain, lundi, pour les compétitions sportives, athlétisme, rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 9h30. Football au stade Champroux à Makori et Parc des Sports de Trècheville à partir de 15h. Lutte libre au Palais des Sports de Trècheville à partir de 9h. Enfin, basketball, Palais des Sports de Trècheville à partir de 13h30. Notez maintenant pour les concours culturels à l'affiche demain lundi. Jonglerie avec ballon à l'espace Canal au Bois à Trècheville à partir de 9h. Création pour le développement durable, hall de l'Institut français à partir de 10h.
Peinture, photographie, sculpture, rendez-vous à la Bibliothèque nationale au Plateau à partir de 11h. Littérature à l'auditorium de la Bibliothèque nationale, ce sera à partir de 13h. Création numérique en performance audiovisuelle à l'Institut français à partir de 13h. Les conteurs, eux, se donnent rendez-vous au village des Jeux à partir de 9h. Danse de création, toujours au village des Jeux à partir de 10h. Également au Palais de la Culture à 18h. Enfin, chanson, également au Palais de la Culture à Trècheville à partir de 18h. Rendez-vous donc sur tous les sites. Je rappelle, l'entrée est gratuite. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie séjourne en ce moment même à Abidjan. Il a été reçu par le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et son hôte ont échangé sur l'actualité, c'est-à-dire les 8e Jeux de la francophonie. Ils ont également planché sur les défis que devra relever les 2 années à venir. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, Guillaume Soro, a aussi échangé avec le président du Parlement béninois, Michel Digré. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie découvre l'hémicycle de Côte d'Ivoire. Jacques Chagnon et Guillaume Soro, nouvellement élus vice-présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont échangé sur les défis qui les attendent. Surtout que dans 2 ans, comme le veut la tradition, Guillaume Soro prendra les rênes de cette institution. Alors, de savoir que Guillaume Soro va me succéder à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est pour moi un grand réconfort, parce que ça m'assure d'avoir un homme d'action, un homme solide, un des grands leaders de la francophonie qui sera éventuellement me succéder dans 2 ans. Également au cœur des débats, le bon déroulement des 8e Jeux de la francophonie. Nous sommes aux Jeux de la francophonie ici depuis déjà quelques jours. Et les jeunes qui sont ici sont absolument charmés, heureux de pouvoir avoir cette expérience de la Côte d'Ivoire, cette expérience d'ouverture et de la grande hospitalité africaine, on la retrouve ici. Guillaume Soro a par ailleurs eu une séance de travail avec une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale de la Guinée. Ici, les échanges ont porté autour du projet de création d'une assemblée parlementaire des pays membres de l'Union du fleuve Mano. On parle aussi politique dans votre 20h. Le ministre Ali Coulibaly, cadre du Rassemblement des Républicains, a conduit une mission ce jeudi au siège de ce parti à Atekoubé. L'objectif, remobiliser la base en vue du congrès qui aura lieu en septembre prochain au Palais des Sports de Trècheville. Ahmed Traoré à Boussanogo. À Atekoubé, siège local du RD, Rassemblement des Républicains, les militants du parti ont répondu à l'appel du comité d'organisation du 3e congrès qui se tiendra du 9 au 10 septembre prochain. Au regard des enjeux du moment, les militants jugent cette rencontre opportune avec le ministre Ali Coulibaly, émissaire du gouvernement. Les militants ont manifesté leur soutien indéfectible au président de la République, le président Alassane Ouattara. Encourager nos militants à se remobiliser et à se préparer pour ce congrès qui est un congrès qui va apporter beaucoup de changements dans la vie de nos militants, qui va apporter beaucoup de changements dans la vie des Ivoiriens de façon générale et un congrès que tout le monde attend avec beaucoup d'espoir. Poursuivant, le ministre Ali Coulibaly a exhorté les militants à la loyauté à l'égard du président Alassane Ouattara. C'est un rendez-vous extrêmement important et que tout le monde devrait être mobilisé et que nous avions vocation à soutenir le président Alassane Ouattara, notre boussole, celui que nous avons porté au pouvoir. Et j'ai expliqué également à nos militants que le président Alassane Ouattara fait un travail remarquable à la tête de notre pays. Et donc il a besoin d'être encouragé et soutenu. Les militants RDA de la commune d'Atekoubé affirment qu'ils prendront une part active au prochain congrès de leur parti. La FOSS 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, était dans la commune d'Abobo. La FOSS 2015 a appelé à la paix, mais surtout au rassemblement autour du président de la République. On retrouve Abou Sanogo.
Cohésion et rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara. C'est le sens de ce grand rassemblement dans l'enceinte de la mairie de la commune d'Abobo des jeunes de la Force 2015. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, initiée par son premier responsable, le député Charles Niaouri, qui a appelé les Ivoiriens à soutenir le chef de l'État dans toutes ses actions de développement de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre, c'est d'appeler à la cohésion au sein de notre famille politique, le RHDP. Parce que pour nous, c'est ensemble que nous sommes en train de mener donc le combat de l'émergence de notre pays. Aujourd'hui, on a besoin de l'union de tous pour bâtir notre nation. C'est cela le message. Tous venus des communes du district d'Abidjan et sa banlieue, ainsi que de quelques villes de l'intérieur du pays. Ces jeunes se sont engagés à accompagner le président de la République dans sa tâche, celle du bien-être des Ivoiriens, d'où leur soutien. Nous n'avons qu'un seul leader, une seule orientation, une seule boussole, c'est le docteur Alassane Ouattara. Il a lui-même dit aujourd'hui, il est au travail pour la Côte d'Ivoire, il est au travail pour les jeunes que nous sommes. Nous sommes le fruit d'un système. La seule personne qui compte dans ce système, c'est Alassane Ouattara. Et nous devons être une dynamique autour de lui. En tout cas, nous devons construire cette cohésion autour de lui pour faire en sorte que nous puissions avancer et gagner encore des lauriers. Après la commune d'Abobo, la Force 2015 a intentionné les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour sonner la mobilisation autour du président de la République. Prochaine étape, la ville de Bouaké. Envie de contribuer à maintenir un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, une démarche citoyenne vient de voir le jour. Cette démarche citoyenne est conduite par Zadi Guégué, ex-président du FPU, le Front Populaire Uni. Herman Divi. Dire non au recours à la violence pour accéder à la magistrature suprême, c'est le message qu'entend véhiculer un mouvement regroupant plusieurs citoyens de tous bords politiques, y compris de la société civile. Le peuple de Côte d'Ivoire m'envoie dire à ces personnes tapies dans l'ombre, on peut penser une plaie, on peut cicatriser une plaie, mais jamais on peut ressusciter un mort. Réunis au baron de Yopougon, les membres de cette démarche citoyenne ont échangé sur leurs actions à venir. Nous allons adresser des courriers aux diplomates, aux membres du gouvernement, aux chefs traditionnels, aux présidents des jeunes de chaque quartier, village et hameau, pour aller parler à la population, pour demander à la population de ce pays de se mettre ensemble pour dire non à la violence. Et nous devons cultiver l'amour, la paix, pour que le vivre ensemble soit une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette démarche citoyenne est de mettre fin à la violence politique dans la quête du pouvoir et de sensibiliser à la protection des institutions de la République. On en arrive à l'un des titres de cette édition. Un gisement de nickel de 60 millions de tonnes sera bientôt exploité dans l'Ouest ivoirien. Une convention vient d'être signée par l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie minière du Bafing. Le gisement sera exploité sur une période de 20 à 25 ans. Explication détaillée avec Jean-Louis Bambo. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire renferme, selon les estimations du ministère de l'Industrie et des Mines, 298 millions de tonnes de nickel. Mais cette ressource demeure inexploitée jusqu'à présent. La signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie minière du Bafing marque ainsi le début de l'exploitation de ce minerai, essentiel dans la fabrication de l'acier inoxydable. C'est effectivement la première fois que nous signons une convention pour l'exploitation d'un gisement de nickel, et pas n'importe quel gisement, un grand gisement de nickel. Convention que nous venons de signer, c'est un nouveau minerai qui va être développé, exploité et exporté. Donc ça place notre pays vraiment comme sur le radar des pays producteurs de nickel sur le continent africain. Le projet regroupe plusieurs gisements miniers localisés à Sipilou, Touba et Biankouma. Nous voulons arriver pour les premières années à entre 1 et 1,5 million de tonnes par an. Nous sommes aujourd'hui encore au début des opérations, mais nous voulons asseoir nos opérations sur une base solide. Nous envisageons le long terme, il ne s'agit pas de quelque chose pour juste 2 ou 3 ans.
La compagnie compte développer ce projet en 2 phases avec la création d'un total de 700 emplois permanents pour un investissement global de 220 milliards de francs CFA. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique vient de lancer le programme national d'incubation dans la commune de Trècheville. Ce programme vise à former les jeunes promoteurs qui ont été sélectionnés, également de les financer afin de leur permettre de réaliser leurs projets. Christian Mandé, Patricia Mouetia. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur, Yamissa, résidente dans la commune de Yamsokro, a conçu un projet d'élevage de poulets de chair. Elle s'est inscrite sur le site d'emploi jeune. Son projet a été maintenu après un entretien. Invitée par l'agence emploi jeune, elle est arrivée à Abidjan pour suivre le lancement du programme national d'incubation. Ce programme consiste à former les jeunes promoteurs et à les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Comme Yamissa, plusieurs jeunes de la société civile ont vu leur projet maintenu par la dite agence. Bon, je souhaiterais donner d'abord de l'emploi à 4 autres personnes qui vont travailler avec moi et au fur et à mesure agrandir aussi mon chiffre d'affaires pour pouvoir aider aussi mes frères et mes soeurs aussi qui sont là, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Aujourd'hui, je voulais dire aux femmes que les places ne se trouvent pas seulement dans la maison. Elles peuvent aussi faire comme moi. Elles peuvent souscrire aussi au projet Emploi Jeune pour pouvoir bénéficier de ce projet afin de pouvoir se prendre en charge. Nous avons déposé un projet portant sur la production de bananiers plantains sur la ferme de l'INPHB. Après un processus de sélection, nous sommes passés devant un jury qui nous a acceptés et qui a vu que notre projet était finançable, un projet qui avait un bon retour sur investissement. Mon projet a été retenu, c'est un projet de centre de séchage qui intervient au niveau de Korogo et qui emploie environ 33 personnes. Et il faut dire que c'est une bonne aubaine. Cette action est une initiative du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le but est de donner l'opportunité à tous les jeunes intéressés par l'auto-emploi de se prendre en charge et contribuer ainsi au développement de la Côte d'Ivoire. Après l'opérationnalisation de la plateforme de financement des projets jeunes, nous nous réjouissons aujourd'hui d'étendre notre capacité de réponse au déficit d'accompagnement technique des jeunes entrepreneurs qui, pour la plupart, ne disposent pas de compétences managériales. Notre ambition est de faciliter la création d'un tissu de micro-entreprises performantes et compétitives pour adresser durablement la problématique de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes. Ce sont au total 100 projets sélectionnés par l'agence emploi jeunes dans les domaines de l'agropastoral et les TIC. Ces projets seront financés à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA grâce à un accord de partenariat entre l'emploi jeune et une structure privée. Vous êtes de passage ou bien vous résidez à Aboisseau, vous avez certainement fait ce constat. La pluie continue de faire des dégâts. Le village d'Abi dans le sud Comoé et une dizaine d'autres sont coupés du reste de la région. Un handicap pour cette région des grandes productions agricoles. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Abi. Ce village moderne est situé dans la région du sud Comoé, en bordure de la lagune dont il porte le nom. Et en cette saison pluvieuse, ce village est complètement coupé du monde. Et avec lui, une dizaine de villages de la région et un chef-lieu de sous-préfecture, Etioboué. Le seul moyen de transport des populations reste les pinasses. Mais là encore, que de difficultés avec le coût de location ainsi que la disponibilité de la pinasse. Comme nous sommes venus pour une réunion, actuellement nous avons débouché une somme de 50 000 francs pour pouvoir faire la pinasse pour pouvoir arriver ici. Et là, la pinasse est obligée d'attendre. L'accès au village d'Abi par la route relève aujourd'hui d'un véritable parcours de combattants. Que de difficultés pour accéder au village. Les populations parties du village des Boué ou encore de la sous-préfecture d'Aguan font les 10 voire 15 km à pied avec les risques que comporte ce voyage. Et actuellement, je suis allé chercher mes enfants qui sont en vacances. Alors la voiture nous a laissé à Aguan. Nous sommes obligés de marcher pour aller au village. Je suis qui m'a fait une voiture. Il n'y a pas de voiture, la route est gâtée, marche pour aller. Il faut reconnaître une chose, c'est que la pluviométrie est vraiment importante dans cette zone. On peut même dire qu'il pleut 9 mois sur 12. Cette situation constitue aujourd'hui une véritable entrave pour l'évacuation des malades et autres blessés en cas de nécessité vers des centres de santé plus appropriés. Bon, les cas d'évacuation, vraiment c'est difficile. Parce qu'on a une ambulance, mais elle n'est pas trop haute. Donc quand la route est vraiment inondée, elle ne peut pas sortir. Et on est obligé de soit solliciter les CAR
qui sont un peu hauts, voilà, pour faire l'évacuation. Mais ça, c'est dans des cas vraiment extrêmes, quand l'urgence est là. Dans le cas contraire, on laisse le malade, on essaie de jongler un peu jusqu'à ce que vraiment les eaux se dissipent un peu et puis on fait sortir le malade. Grande zone de production agricole. Les paysans de la sous-préfecture d'Adjouan vivent aujourd'hui un véritable calvaire. Les camions de ramassage des produits agricoles ont du mal à affronter les flaques d'eau. Et quand ils se forcent, bonjour les pannes et l'emboubement. Les motos également ne sont pas épargnées. Le sous-préfet d'Adjouan, Baya Fato Eouma, appelle les populations au calme quant aux dispositions prises par le gouvernement pour régler définitivement ce problème. En 2015, le président nous a fait grâce en promettant de faire le bitumage de notre côtier à nous, Eboué, Adjouan, Abiati, Etioboué et Akounoumbé. Donc nous attendons que l'État puisse faire cela. Mais nous avons confiance. C'est pour ça que nous rassurons les populations pour leur dire que le président va tout faire pour qu'avant 2020, nous ayons le bitumage de CETAS. En attendant, les populations de la sous-préfecture d'Adjouan espèrent bénéficier d'un traitement de cette route pour l'évacuation de leurs produits agricoles ainsi que pour leur déplacement. À l'étranger, aux États-Unis, la police a fait une terrible découverte dans un camion stationné sur le parking d'un supermarché au Texas. 38 personnes ont été retrouvées confinées, privées d'aération dans un camion remorque. 8 sont mortes, dont 2 enfants, et 20 autres ont été transportés à l'hôpital dans un état critique. L'alerte a été donnée à la police par un employé du supermarché. Selon les autorités locales, il s'agit probablement d'une affaire de trafic d'êtres humains. Le conducteur du véhicule a été appréhendé. L'origine des occupants du camion n'est pas précisée, mais les services d'immigration ont été alertés. Je vous propose à présent le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué cette actualité cette semaine dans le monde? Réponse dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Réunis à Libreville lundi, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et des pays voisins se sont accordés sur une feuille de route pour la paix et la réconciliation en Centrafrique. Ce document fixe un cadre pour les discussions entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain. Un tribunal d'Istanbul en Turquie a ordonné mardi le placement en détention de la directrice d'Amnesty International en Turquie ainsi que plusieurs militants des droits de l'homme. Ils sont accusés de soutien au terrorisme et d'avoir soutenu la tentative de putsch. Des accusations absurdes selon les responsables de l'ONG internationale. Sur fond de désaccords concernant le budget de la défense, le chef d'état-major des armées Pierre de Villiers a remis mercredi sa démission au président Emmanuel Macron. Ce départ est l'épilogue d'une semaine de tensions extrêmes entre le chef de l'État français et l'institution militaire. C'est aussi une première sous la Ve République. 1 million de personnes sont mortes à cause du sida en 2016, soit presque moitié moins que lors du pic de 1,9 million atteint en 2005, a annoncé jeudi l'ONU-SIDA. Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a, lui, atteint 1,8 million en baisse régulière année après année, mais à un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, a indiqué l'ONU-SIDA. Depuis le vendredi, des heurts ont éclaté à Jérusalem à cause du renforcement des mesures de sécurité dans la vieille ville par l'État hébreu, interdisant les Palestiniens de célébrer la grande prière hebdomadaire sur le 3e lieu saint de l'islam. Face à la crise qui s'aggrave avec des centaines de blessés et 3 Palestiniens tués, le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué lundi une réunion d'urgence. Malgré les mises en garde de l'Union européenne, le Sénat polonais a adopté le projet de réforme de la Cour suprême. Suite à cette décision, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi pour protester contre ce projet qu'elles estiment contraire à la séparation des pouvoirs.
Recep Tayyip Erdogan a entamé ce dimanche un voyage de 2 jours en Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar. Objectif, réconcilier le Qatar avec ses voisins. Le président turc a qualifié d'illégal l'embargo contre l'Émirat et les sanctions inhumaines. Voilà, je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan et l'entrée est offerte gratuitement sur tous les sites par le président de la République. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.